escargot, raclette, baguette, foie gras, croque-monsieur, bœuf bourguignon, éclair au chocolat, crème brûlée millefeuille, camembert, roquefort, etc., etc. Et si je vous dis tout ça, j'imaginais que vous pensez à une chose, c'est l'un des symboles de la France, c'est la gastronomie française, qui est un grand symbole français, mais aussi des régions françaises. Et c'est justement de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Donc préparez-vous à avoir l'eau à la bouche avec ce podcast. L'eau à la bouche, qu'est-ce que c'est ? C'est une expression, quand vous allez saliver, quand vous voulez ou vous avez envie de manger quelque chose, on utilise cette expression « avoir l'eau à la bouche ». Allez, c'est parti ! Podcast 100% français authentique, un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français, fait par un français, Éric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil. L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti ! Donc aujourd'hui, nous allons parler de gastronomie française et de certains plats. Donc j'ai envie de vous faire rêver, je veux vous faire voyager un petit peu. Mais pourquoi on va parler de ça aujourd'hui dans ce podcast 100% français authentique, Eric ? En fait, c'est tout bête. Aujourd'hui, je suis allé chez une diététicienne avec Paola pour Alice et Pierre. Donc une petite parenthèse, une diététicienne, qu'est-ce que c'est ? Ou un diététicien, c'est une profession, en réalité un diététicien ou une diététicienne, c'est un professionnel de l'alimentation. Il va vous aider par exemple à équilibrer vos repas. Il va vous aider à manger moins pour maigrir, manger mieux si vous voulez éviter de manger par exemple des plats préparés, si vous voulez prendre du poids, bref. Un diététicien ou un professionnel diététicien est une personne qui va vous accompagner dans ce processus. Et attention, ne confondez pas avec un nutritionniste parce que en France, un nutritionniste, c'est un médecin spécialisé dans la nutrition. En France, un diététicien n'est pas médecin. Donc il faut faire attention à cette confusion parce que par exemple en Suisse, pour nous les Français, un diététicien, en Suisse, c'est un nutritionniste. Donc attention à cette petite confusion. Mais bon, ça c'est juste un petit détail. Donc je disais donc, nous sommes allés voir une diététicienne aujourd'hui pour Alice et pour Pierre. Pourquoi donc ? Tout simplement parce que Alice et Pierre ont décidé, ça fait maintenant 2 mois, 3 mois peut-être, ils ont décidé d'arrêter de manger de la viande. Donc ils ne mangent plus de viande. Alice, plus du tout, n'a plus jamais touché un bout de viande. Et Pierre, il ne touche plus de viande non plus. Donc les deux sont végétariens. Mais à la différence d'Alice, Pierre, lui, continue de manger du poisson, par exemple, et des produits de la mer. Par exemple, il mange des crevettes, ce genre de choses-là. Donc c'est un peu différent, mais pour éviter d'avoir des problèmes, pour qu'ils aient une alimentation la plus équilibrée possible, nous avons décidé, avec Paola, d'aller voir une diététicienne pour nous aider justement à organiser leur menu de la semaine, ce qu'ils doivent manger, en quelle quantité, etc., etc. Et donc cette visite m'a donné envie de vous parler finalement de gastronomie française. Pourquoi c'est important la gastronomie française ? Parce que la gastronomie française, c'est quand même une chose qui est inscrite au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO depuis novembre 2010. Donc c'est quand même quelque chose qui est phénoménal. La gastronomie française, elle est connue dans le monde entier. Comme je vous disais, le nom des plats, probablement vous les connaissez. Croque-monsieur, Ratatouille, qui a donné le nom d'un film, un film Disney et Pixar. Les escargots, les huîtres, le foie gras. Bon, quand on parle de tout ça, ça nous parle. Vous savez de quoi je parle, à quelle cuisine je fais référence, et peut-être même que vous avez une photo mentale qui apparaît dans votre cerveau. Mais alors une chose que vous devez savoir, cette cuisine française aujourd'hui, dont on parle, c'est pas la véritable cuisine traditionnelle française. Comment ça, Eric ? Tu nous parles d'une tradition, mais c'est pas la tradition que tout le monde connaît. Non, exactement. Toute la cuisine
à laquelle vous pensez généralement quand on parle de cuisine française, de gastronomie française, en réalité, ça représente la nouvelle cuisine. La nouvelle cuisine française. Et c'est le résultat des années 70 en fait. Vous devez le savoir, mais dans les années 68 en France, il y a eu énormément de révolutions, énormément de manifestations. Et un des mots d'ordre de ces manifestations de 68, c'était la liberté. Et la cuisine aussi a vécu ce contexte, a vécu cette révolution. Et dans les années 68, il y a eu une nouvelle cuisine qui est apparue progressivement. Pourquoi cette nouvelle cuisine? Tout simplement parce que en France, on va faire une petite leçon d'histoire. Nous avons eu une première guerre mondiale entre la France et l'Allemagne, une autre guerre qui est arrivée entre 1939 et 1945, une autre guerre mondiale. Et ces guerres mondiales, et après la guerre mondiale, nous avons eu des années entières de privation. Et donc les Français et les Françaises, tout le monde, avaient tendance à manger de manière, je veux dire, complètement excessive et abusive. C'était une cuisine qui était très lourde, très grasse finalement, qui était une conséquence directe de l'après-guerre. Et après cette révolution de 68, après ce mouvement de liberté finalement de 68, même la cuisine a profité de ça. Cette nouvelle cuisine, elle est née progressivement avec de nouveaux cuisiniers qui sont apparus. Par exemple, un grand cuisinier que tout le monde connaît, qui est mort récemment, c'était Paul Bocuse. Il a rencontré des journalistes, qui sont des journalistes, peut-être le nom ne va pas vous parler, qui s'appelaient Henri Gault et Christian Millot. Mais ces deux personnes, ils ont donné lieu à un livre, le Gault et Millot, qui est un célèbre critique gastronomique, un guide gastronomique comme le guide Michelin finalement pour manger. Et un jour, ces journalistes, ils ont rencontré Bocuse et ils leur ont demandé une chose différente, une chose plus légère à manger, une chose plus agréable. Et c'est à ce moment-là que Paul Bocuse, le grand Paul Bocuse, a préparé une chose légère, simple, facile. Et c'était une cuisine qui a laissé une belle part aux produits, à la saveur originale, la cuisson était plus simple, etc., etc. Et toute cette nouvelle cuisine des années 70, c'est la cuisine que vous connaissez aujourd'hui. D'accord ? Donc, c'est toute une évolution. Aujourd'hui, par exemple, même les plats très traditionnels que vous connaissez français, souvent ils ont été revisités, ils ont été simplifiés. D'accord ? Et il y a beaucoup de personnes qui ont participé à cette nouvelle cuisine. Il y a eu une dizaine de grands chefs. Par exemple, il y a eu les frères Trois Gros. Les frères Trois Gros au Brésil, vous devez connaître parce que nous avons une personne qui est très connue, très célèbre au Brésil, qui s'appelle Claude Trois Gros. Il fait partie de cette famille. Gaston Lenôtre, Paul Bocuse, bien sûr, etc., etc. Donc, voilà, une cuisine plus simple, plus légère, mais une cuisine qui continue quand même avec toutes ces choses super traditionnelles et super classiques que vous devez connaître. Alors, Eric, quels sont les grands symboles, finalement, les plats emblématiques de la cuisine française ? Bon, en fait, il y a beaucoup de plats qui sont complètement obligatoires quand on parle de gastronomie. Et pour commencer, je pense que je vais parler de la baguette. La baguette française, je ne sais pas vous, mais moi, quand je pense à une cuisine française, quand je pense à un repas français, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la baguette. Alors, petite curiosité, la baguette française, c'est difficile à dater, de dire à partir de quand les Français ont systématiquement mangé des baguettes, etc. Mais il y a une légende qui dit que le responsable de la forme actuelle de la baguette, c'est Napoléon Ier, qui a inventé cette forme pour faciliter le transport par les soldats. Donc, il a voulu, il a dessiné, il a idéalisé un pain long, donc un pain allongé, comme le format de la baguette, qui était différent à la base. Les pains, ils avaient un format de boule. D'accord ? C'était la forme traditionnelle de l'époque, et donc c'était beaucoup plus compliqué à transporter pour les guerres, etc. Donc, la légende raconte que c'est vers le XVIIIe siècle que ces pains longs, ces baguettes sont apparus en France. Donc, la première chose
pour moi la plus emblématique quand on parle de gastronomie française, c'est évidemment la baguette. La liste des ingrédients est super simple. Eau, farine, sel, ferment ou levain pour avoir cette baguette, et évidemment les secrets du boulanger, le secret du bon professionnel qui fera de cette baguette un mets unique, une chose unique et une expérience magnifique. Mais bon, n'oublions pas que la baguette, elle est obligatoire, mais la baguette, c'est quand même l'accompagnement du français, c'est pas la chose principale. Alors quels sont ces plats qu'on peut qualifier d'obligatoires ou emblématiques ou que vous devez goûter, que vous devez manger si vous allez en France? Alors j'ai préparé une petite liste, et comme je suis un amateur de vin, j'imagine que vous aussi, j'ai décidé de vous préparer cette liste d'aliments, mais aussi de séparer et de vous conseiller quelques vins pour accompagner ces plats. Ah, voilà une bonne idée. Bon, je vous avais dit, ce podcast va vous donner l'eau à la bouche. Ce podcast va vous donner envie de visiter la France, va vous donner d'être dans un petit restaurant français, dans un petit bistrot. C'est vraiment ça l'objectif. Bon alors, la première chose, évidemment, je suis obligé d'en parler, c'est les escargots. Alors les escargots, vous savez, c'est cette chose bizarre normalement, mais que les personnes adorent. Et ça s'appelle les escargots persillés. Alors ces escargots persillés, c'est une chose qu'on va retrouver dans beaucoup de bistrots français. C'est un plat qui est très extrêmement classique et qui est assez léger finalement, parce que les personnes n'en mangent pas des tonnes, on en mange un peu. Alors comment sont préparés ces escargots? Ils sont généralement cuits au four avec du beurre, du persil. Alors le persil, c'est une herbe qui est aromatique. Alors je fais une parenthèse parce qu'il est possible en fonction de la région que vous écoutiez persil. D'accord? Persil, persil, en fonction des personnes, de l'ail, de l'échalote, des choses pour remonter le goût. Et l'escargot finalement, il fond complètement. C'est généralement servi dans la coquille. Et ça, c'est une vraie recette traditionnelle qui a été améliorée, interprétée, réinterprétée par la grande majorité des chefs français. Comme je vous disais, la nouvelle cuisine a énormément retravaillé ces classiques. Et c'est une expérience unique, une expérience obligatoire, je pense. Et pour l'accompagner, allez, je pense qu'un petit blanc sec serait le plus intelligent. Allez, un verre de Bourgogne en terrasse parisienne par exemple pour accompagner des escargots. Je pense que ça peut être une combinaison intéressante. Petite pause rapide dans ce podcast pour vous faire une suggestion. Si vous voulez continuer à évoluer dans votre français, continuer à avancer dans votre français, il y a une chose qui est essentielle. Je le répète et je ne le répéterai jamais assez, c'est que vous devez constamment sortir de votre zone de confort. Comme vous faites maintenant, en écoutant ce podcast, en découvrant de nouveaux mots, de nouvelles choses, de nouvelles expressions, de nouvelles constructions, mais vous devez continuer à avancer. Et pour faire ça, attention à ne pas juste consommer du contenu, attention à ne pas juste écouter des choses. Non, la meilleure solution qu'il y ait, c'est c'est d'utiliser une séquence progressive, une séquence qui a été faite, qui a été pensée, qui a été idéalisée justement pour vous faire avancer. Par exemple, si vous êtes dans le fameux effet plateau, que votre français stagne, vous devez sortir de cette stagnation. Si vous avez un bon français mais qui n'est pas encore comme vous l'espérez, vous devez sortir de cette zone de confort, de cet espace. Et pour ça, j'ai une proposition à vous faire, c'est mon programme Perfectionnement qui est à mon sens, selon moi, la manière la plus efficace de vous faire avancer en français. Que dis-je? Vous faire avancer? Non, vous faire un bon en français et vous permettre des vrais et véritables résultats, des résultats différenciés, des résultats qui vont vous permettre de voir le français d'une autre manière et de vous faire continuer à évoluer en français et de cette manière pouvoir discuter avec des Français de manière naturelle, chaque fois de plus en plus et chaque fois que vous le voulez. Regardez un film et le comprendre de mieux en mieux. Écoutez une chanson, la comprendre de mieux en mieux. Vous comporter comme un Français et vous faire avancer, continuer finalement tout cet apprentissage que vous avez commencé. Donc ne stagnez pas,
pensez au programme perfectionnement. Toutes les informations, le lien et tout ce dont vous avez besoin est directement dans la description de ce podcast. Autre chose, alors là je vais vous parler d'une chose de ma région, du sud de la France, d'accord, une grande spécialité à base de poisson, c'est la bouillabaisse. La bouillabaisse, c'est un plat qui est originaire, dit la légende, de Marseille, donc je suis obligé de prononcer ce mot avec l'accent de Marseille, la bouillabaisse. La bouillabaisse, bon, c'est une spécialité du sud de la France et on la retrouve dans beaucoup de restaurants de Marseille et d'autres finalement. À la base, qu'est-ce que c'est la bouillabaisse? Alors aujourd'hui, elle a bien changé, comme je vous disais, mais à la base, c'est un plat de pêcheur. Donc un pêcheur, c'est une personne qui vit de la pêche, qui va pêcher des poissons dans la mer ou dans l'océan. Et à la base, il récupérait finalement, ces pêcheurs, les poissons qui n'étaient pas vendus parce que ils n'étaient pas beaux, bref, c'était pas les poissons qui avaient intéressé les personnes. Donc du coup, il récupérait tous ces poissons moches, ces poissons pas vendables, et il les cuisinait et ensuite, il les mangeait ensemble entre eux. Aujourd'hui, évidemment, c'est une recette qui s'est embourgeoisée, c'est une recette qui a changé, qui a évolué. On a de la bouillabaisse avec des poissons nobles, on a de la bouillabaisse avec des écrevisses, on a de la bouillabaisse, bon, il y a 1 million de choses, mais bon, à la base, il faut savoir que normalement, la bouillabaisse, c'est quoi? C'est différents poissons qui sont cuits dans l'eau ou dans du vin blanc, de l'ail, de l'huile d'olive, du safran pour la couleur, cette couleur orangée, et on a aussi du pain, d'accord, où est frotté, c'est-à-dire qu'on va passer de l'ail et la sauce de ce poisson, et franchement, c'est exquis, ça vaut vraiment la peine, et manger une bouillabaisse ou déguster une bouillabaisse plus ou moins chic, plus ou moins élaborée, etc., en regardant le vieux port de Marseille, c'est une expérience qui est unique. Je peux que vous recommander un restaurant que j'apprécie particulièrement à Marseille qui s'appelle La Caravelle. J'y suis allé avec ma femme, j'y suis allé avec ma femme et ma belle-sœur, j'y suis allé avec mes parents. C'est un petit resto qui est fantastique. Et alors je sais que la bouillabaisse, normalement, on la mange avec... Normalement le poisson, on va le manger, on a tendance à le manger plus avec du vin blanc. Mais comme vous êtes dans le sud de la France, comme vous êtes en Provence, je suis obligé de vous proposer un Côte de Provence, un Côte du Ventoux par exemple, un petit rosé sec, très simple mais extrêmement frais et qui sera extrêmement bon. Bon, autre chose, maintenant une autre recette bien plus traditionnelle, un peu plus lourde, mais assez agréable, que je vous conseille quand même en hiver parce que c'est presque une soupe, c'est très chaud, ça s'appelle le pot-au-feu. Alors le pot-au-feu, c'est une recette qui est vraiment super simple. Grosso modo, c'est quoi? Vous avez de l'eau, vous avez de la viande, généralement du bœuf, des légumes d'hiver. Alors ça, c'est une chose qu'au Brésil, vous n'avez pas, mais en France, on va séparer les légumes d'été des légumes d'hiver. Eric, qu'est-ce que c'est des légumes d'hiver? Des carottes, des poireaux, des navets, des herbes aromatiques par exemple, qu'on appelle un bouquet garni, avec du thym, du laurier, du persil. Vous mettez tout ça dans une grande casserole, dans un grand plat, vous remplissez d'eau et vous laissez cuisiner, jusqu'à ce que ce soit prêt. À la fin, c'est presque une soupe liquide avec les ingrédients, etc. Ça s'appelle un pot-au-feu. Et oui, vous devez faire la liaison. On ne peut pas dire un pot au feu, on dit un pot-au-feu. Pour le boire, un petit vin rouge, par exemple un vin d'Alsace, un petit vin rouge tranquille, léger. Et vous pouvez manger ça en famille, si possible pour un déjeuner, parce que c'est plus agréable. N'oubliez pas la baguette, n'oubliez pas le fromage pour terminer, et ce sera excellent. Autre chose, ça vous connaissez au Brésil, parce qu'on en trouve, c'est les quiches. Mais attention, c'est pas n'importe quelle quiche. Ici, je vous parle de la quiche lorraine, qui est plus qu'une tradition, c'est un monument en Lorraine. La quiche lorraine, c'est un plat qui est très simple, que vous trouvez dans des bistrots, que vous trouvez pour des goûters, quand vous mangez sur le pouce. Manger sur le pouce, c'est quand on mange de manière très rapide, debout, en marchant ou en faisant autre chose. D'accord ? Manger sur le pouce. Qu'est-ce qu'il y a dans la quiche lorraine ? Bon, on a une pâte, évidemment. Généralement, c'est une pâte brisée. Et à l'intérieur, vous avez des œufs, de la crème, du lard, du fromage,
Et généralement, on va la manger avec une petite salade. Ça peut être une salade verte, hein, simple, toute simple, ou une salade avec des endives, par exemple. C'est très bon aussi. Et même chose, pour accompagner ça, je pense un petit vin blanc, pourquoi pas un pinot gris. Voilà, je ne vais même pas vous conseiller un vin blanc, je vais vous conseiller un vin gris, comme le pinot gris, qui est un vin de l'Alsace, justement, de cette région, mais qui est magnifique. Et vous allez vous régaler. Ça, c'est super simple à trouver. C'est d'ailleurs super simple à faire. Hein. D'ailleurs, les personnes qui veulent tenter leur chance dans cette partie de la cuisine, c'est assez simple, assez tranquille. Autre chose impossible, un incontournable, hein, sans vous parler de ça, je pense que j'aurais fait une grande erreur, c'est de vous parler des galettes bretonnes. Alors les galettes bretonnes, c'est quoi? C'est une galette? Eric, une galette, c'est quoi? C'est une crêpe? Attention, oulala, malheureux. Une galette, c'est comme une crêpe, mais c'est différent d'une crêpe. Comment ça? Bon, une galette est fabriquée à base de farine, de sarrasin. Le sarrasin, c'est un blé qui est noir, de l'eau et du sel. D'accord? La crêpe, elle est faite avec de la farine de blé traditionnelle, hein, du blé blanc, de la farine blanche, des œufs, du lait. Donc, ça y ressemble, mais c'est différent. Donc, attention. Et la galette bretonne, vous allez la manger avec ce que vous voulez. Il y a des personnes qui mangent avec des œufs, du fromage, du jambon, comme vous préférez. Je pense que la chose finalement la plus importante pour la galette bretonne, c'est l'accompagnement. Vous devez obligatoirement manger votre galette bretonne avec du cidre, un vrai cidre, par exemple de Bretagne, c'est excellent. Il n'y a rien qui remplace ça. La galette bretonne, moi j'adore ça. Vous en trouvez aussi, hein, par exemple, en France, dans d'autres régions. Hein, si vous allez visiter la France, c'est assez facile, mais c'est assez intéressant. C'est une expérience que vous devez faire. D'accord ? On continue avec un autre plat emblématique. Alors, c'est pas mon truc. Pour moi, franchement, c'est pas une chose qui m'attire. Alors, je viens d'utiliser une expression. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc, ça veut dire que je n'aime pas. C'est pas pour moi. Bon, premièrement parce que je suis végétarien, d'accord, mais ça, c'est une chose que je n'ai jamais goûtée. Je vous le laisse, franchement. C'est le steak tartare. Qu'est-ce que c'est le steak tartare? Vous devez connaître parce que c'est un nom connu. C'est un grand classique de la gastronomie française, des bistrots parisiens, des bistrots français, hein, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est de la viande coupée en tout petits morceaux ou même hachée. Alors, généralement, ça peut être une viande de bœuf ou une viande de cheval. Eh oui, en France, on mange pas mal de cheval, donc c'est possible. Et après, vous avez un œuf cru dessus et différents condiments. Vous avez des capres, du sel, du poivre, des oignons, du piment. Vous avez 1 million après de possibilités. Hein. Les choses que vous pouvez trouver, elles sont variables et ça va vraiment dépendre du chef, du restaurant, du bistrot, etc., etc. Pour accompagner, généralement, vous avez des frites, d'accord, et de la salade, comme toujours. Et évidemment, un petit bout de baguette. Et pour accompagner, pour boire, je pense, comme j'ai dit que c'était un classique des bistrots, je vais vous conseiller un Beaujolais nouveau, par exemple. Alors, moi je ne suis pas un grand fan du Beaujolais, parce que c'est un vin qui est très fruité, très très léger. Mais je pense que ça devrait bien aller avec ce genre de plat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Impossible de ne pas vous parler de l'aligot. L'aligot, c'est quoi? C'est une chose, je dis une chose parce que c'est une folie. C'est une purée, d'accord? Une purée de pommes de terre avec du lait, de la crème fraîche, etc. et de la tome fraîche de l'Aubrac. Qu'est-ce que c'est, Eric, la tome fraîche de l'Aubrac? C'est un fromage qui va être extrêmement crémeux et vous avez l'impression à la fin de manger une chose qui est élastique. C'est-à-dire que la personne qui vous sert ça, elle est capable de monter cet élastique, hein, cet aligot, sur 1 mètre tellement, et de vous mettre ça dans l'assiette. Vous pouvez le manger avec de la viande, vous pouvez manger avec de la salade, comme vous voulez. C'est une chose c'est une expérience qui est unique, d'accord? Allez manger de l'aligot dans un restaurant auvergnat, franchement je vous le conseille. On trouve des restaurants auvergnats très facilement en France, dans toutes les régions.
Vous pouvez boire un petit vin rouge, par exemple, un Côte d'Auvergne, puisque c'est la région, et vous allez vous régaler. Moi, franchement, j'aime beaucoup la Ligo. Quand je vais à Paris, il y a un restaurant où je vais toujours, j'oublie toujours le nom, mais je sais que j'y vais fréquemment. Je vais terminer avec une chose un peu plus légère quand même, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle de choses qui sont assez imposantes, des choses qui ne sont pas faciles. Je vais parler d'une chose qui est les huîtres. Ben ouais, les huîtres, ça fait partie des grands classiques de la gastronomie française, même si c'est pas cuisiné. Les huîtres, vous savez, c'est ce mollusque qui est dans sa coquille, qu'on ouvre. On les trouve de partout en France. Dans l'île d'Oléron, par exemple, au Cap Ferré, Sète, qui est une région dans le sud de la France, la Corse, par exemple. Et on va la déguster généralement vivante, parce que les gens la mangent crue, nature. Il y a des personnes qui les mangent avec un peu de citron. Il y a d'autres personnes qui les mangent avec un peu de vinaigre à l'échalote. Il y a certains... Bon, chacun les mange comme ils veulent. Et généralement, on va les accompagner avec un vin blanc très sec. Généralement, les vins blancs ou rouges, ou rosés, etc., en France, sont toujours secs de toute façon. Je pense qu'un bon Français aurait tendance à vous conseiller tout ça. Et alors ça, c'est plus simple, impossible, parce que ça, c'est pas cuisiné, c'est juste ouvert et vous le mangez. Mais bon, je pourrais continuer à vous parler encore de gastronomie, de tous ces plats emblématiques pendant littéralement des heures. Parce qu'il reste encore quoi? Il reste le gratin dauphinois. Alors le gratin dauphinois, c'est un gratin à base de pommes de terre, la spécialité de ma mère, Nicole Langon, la grande cuisinière. Le bœuf bourguignon, la ratatouille, spécialité de ma grand-mère. Le cassoulet, que beaucoup de personnes appellent la feijoada blanche, qui est quand même très différente, mais que certains Brésiliens appellent la feijoada blanche. La blanquette de veau, les cuisses de grenouille, et ouais, c'est possible, les Français mangent des grenouilles. Le croque-monsieur, plat super connu. Et puis après, je parle même pas des desserts, parce que nous avons la crème brûlée, la tarte tatin, nous avons il y a des millions de choses. Ici, j'ai décidé juste de me concentrer finalement sur ces plats, on va dire les plats salés, mais il y en a des millions d'autres. Pourquoi? Parce que chaque région, chaque chef, peut créer sa variation. La gastronomie française, comme je vous disais, c'est pas pour rien. Elle est entrée au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2010, tout simplement parce que c'est un voyage. Finalement, quand on mange un plat français, quand on déguste un plat français, c'est quoi? C'est la découverte. Vous découvrez d'autres choses. Vous avez des centaines de possibilités. Et ce que je vous conseille, c'est testez-en une, au moins un jour, une fois dans votre vie, pour voir la différence. Et alors attention, une chose que beaucoup de personnes pensent au Brésil, mais les Français mangent peu. Non, les Français ne mangent pas peu, vous allez voir. Les plats sont copieux, vous allez vous régaler et vous allez manger lentement, à votre rythme, avec un bon verre de vin, avec un bon plat, une belle vue, une bonne compagnie, et vous allez vous faire plaisir, parce que c'est finalement ça l'objectif de la gastronomie, c'est pas juste faire la fête, c'est aussi partager, c'est aussi se faire plaisir. Donc voilà, j'espère que ce podcast finalement vous a montré tout cet amour que j'ai pour la cuisine française, la gastronomie française, parce que chaque plat a une histoire, chaque plat a une origine. Mais moi, aujourd'hui, je suis végétarien, donc je ne mange zéro viande, je ne mange pas d'œufs, je ne mange pas de poisson et tout ça, mais ça n'empêche pas que je sois amoureux de cette gastronomie, amoureux de cette histoire, parce que un plat ne naît pas au hasard, un plat naît à la base, et on va voir, même par exemple, on a vu que l'alimentation à la base, à l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, l'alimentation française était très riche, abusive, excessive. La nouvelle cuisine française, cette tendance, après 68, les années 68-70, à créer une nouvelle cuisine, à revisiter la cuisine, à alléger la cuisine, et ce qui a permis une cuisine plus facile,
à la digestion, mais plus facile à l'exportation. Parce qu'aujourd'hui, si la cuisine française s'exporte aussi bien, si les grands noms de la cuisine française vont à l'étranger, si tout le monde connaît cette cuisine, si elle a cette réputation, c'est parce qu'elle s'est adaptée. La manière de manger, les goûts, les saveurs, la manière de cuisiner, tout s'est adapté. Et c'est pas pour rien qu'encore aujourd'hui, les Français passent beaucoup de temps à table. Et je pense que c'est pas prêt de changer. J'espère que ce podcast 100% français authentique vous a régalé les oreilles et préparez-vous à déguster, préparez-vous pour le prochain podcast aussi. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à lire la description de ce podcast. À très bientôt. Salut tout le monde.